Bon, je pense qu'on m'entend bien. Donc, bonjour, mon nom est Bruno Quirion, ingénieur, comme c'est André, je crois? Oui, c'est ça. André a dit. Donc, je travaille à mon compte depuis à peu près 8 ans. J'ai été pour d'autres firmes. Finalement, je suis parti à mon compte pour différentes raisons. La caméra, ça fonctionne? OK. Donc, je suis parti à mon compte après avoir œuvré dans différents domaines. J'ai aussi œuvré dans le domaine agricole. J'ai fait des dessins, des plans de porcherie. J'en ai fait construire deux, une à Coteau-du-Lac et une autre à Saint-Esprit-de-Montcalm. Suite à ça, je suis parti dans le domaine des fermes de toit, solives de plancher, ce qui est un domaine quand même assez passionnant et assez demandant. Donc, j'ai une forte expérience à ce niveau-là pour comprendre si les fermes de toit sont autoportantes, etc., etc. Dans mes expertises, on va travailler au niveau des structures, des déformations, des problèmes de fissuration, des planchers qui sont affaissés. J'ai déjà signé des lettres pour autoriser la démolition d'immeubles aussi. Ça m'est arrivé dans le coin de Sherbrooke en 2013, je pense 2014. Le couple a à peu près 35 ans, ils viennent d'acheter un immeuble, puis il n'y avait rien à faire. L'entièreté du bâtiment était construit en asponite, incluant les fondations. Donc, les fondations se compostaient ensemble, sur place, puis l'immeuble est en train de descendre dans le sol. Donc, on ne pouvait rien faire. Le monsieur avait même construit des solives de plancher en asponite. Il avait fait deux asponettes comme ça, avec une petite asponette collée en dessous d'à peu près 1,5 pouce de large, avec la même chose en haut. Donc, il n'y avait rien à faire. Fait que je leur ai dit, poursuivez votre vendeur. Fait que ça a été une poursuite qu'ils ont faite. Grosse histoire. Donc, aujourd'hui, on est là pour parler des problèmes d'étanchéité des habitations. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'étanchéité du bâtiment, comme je crois que c'est Marco tantôt, de l'APCHQ, a mentionné, il a grugé sur mon sujet en bonne partie, mais c'est correct. On va compléter l'information. Donc, l'étanchéité du bâtiment, c'est très important pour moi. C'est là qu'on voit que le bâtiment est confortable ou non. On sait qu'on est au Québec. Donc, au Québec, on a des variations de température en hiver et en été. Donc, pour combler ces différences-là de température à l'extérieur, c'est-à-dire qu'il faut chauffer en hiver et on va climatiser en été. Il y a un mythe qui perdure dans la société qui dit que chauffe en hiver, ça va enlever ton humidité. C'est complètement faux. Ça, si vous entendez ça, c'est faux. Je m'ostine des fois avec des clients. La raison est simple. Quand on chauffe en hiver, c'est parce que les bâtiments sont pleins de trous, puis ça amène de l'air sec de l'extérieur qui assèche votre bâtiment. C'est là l'histoire. Si je prends un parallèle plate, je vais vous prendre une guenille, une serviette humide, je la mets dans un sac de poubelle, puis je ferme le sac, puis je chauffe le sac pour chauffer l'air qui est dedans. Est-ce que l'humidité va sortir? Jamais. Donc, c'est ça qui arrive dans le bâtiment. Quand on a des moins bons bâtiments qui ont plein de fissures dedans, de fuites d'air, bien, c'est sûr qu'on est inconfortable. Et on le voit aussi par la performance énergétique, parce que je travaille aussi pour Renault Climat, c'est-à-dire la performance énergétique des bâtiments. Ça m'a permis de développer des chiffres puis de comprendre le bâtiment maintenant, comment il est fait. Ce qui veut dire que quand je vais faire une expertise, une expertise, soit oui, ça peut être une expertise au privé ou faire une évaluation Renault Climat, je suis capable d'évaluer c'est quoi la consommation du bâtiment, la grandeur qu'il y a combien d'occupants, qu'est-ce qui fonctionne dans ce bâtiment-là? Y a-t-il une piscine, un spa, etc., etc.? Le temps des douches aussi, ça paraît niaiseux, mais ça va influencer quand même votre facture d'hydro assez rapidement. Donc, si, mettons, par calcul, j'arrive à 3 000 $, puis que la facture est de 4 000 $, c'est là que je cherche. C'est là qu'il y a un problème dans le bâtiment. Il y a souvent un problème dans l'enveloppe du bâtiment. C'est là le secret qu'on a. Et l'étanchéité fait qu'on est beaucoup plus confortable dans le bâtiment. Quand on n'est pas étanche adéquatement, on a des problèmes d'inconfort et le taux d'humidité va chuter en hiver. Encore une fois, le taux d'humidité relative est autour de 40 % pour être bien. Si on descend à 35 et moins, c'est là qu'on a des problèmes de saignement de nez, problèmes respiratoires, électricité statique, peau sèche. C'est là qu'on a des gros problèmes. Suivant. C'est pas ça. Sommaire, attends un petit peu. OK. Pourquoi j'ai pas la même image? Traduction.
Oh, ben c'est super. J'ai même pas la même image. Parce que là, on essaie de voir cette image-là. Donc, on a parlé un peu du programme Renault Climat. Le Renault Climat, c'est pour améliorer le confort du bâtiment, des occupants dans le bâtiment, de garder un bâtiment qui va être quand même sain et de diminuer sensiblement la facture énergétique. C'est un peu le but de ça. Les variations de température intérieure et extérieure, c'est ce qu'on a parlé un peu tout à l'heure. C'est ce que je vais parler un peu plus en détail. La variation de l'humidité relative extérieure et intérieure. J'ai déjà vécu ça, un monsieur qui habitait Lévis, puis je rentre chez eux en Renault Climat, puis il me dit « Ah, moi, je veux une thermopompe, parce que j'étais écœuré d'avoir chaud chez nous. Je fais 2 pas dans la maison. » J'ai dit « Pas une thermopompe, tu as besoin. » J'ai dit « C'est d'isoler ton grenier. » Il dit « Comment ça? » Je monte dans le grenier, il y a R12. Fait que pour ceux qui ça lui dit quelque chose, R12, c'est comme pas avoir grand-chose. Donc, la variation de température, fait qu'aussitôt que le soleil plombait, ben, sa température intérieure montait, puis en hiver, ben, la température chutait. Fait que là, il chauffait dehors. Donc ça, c'est ce que j'y ai dit. J'ai dit, quand même, tu mettras une thermopompe, tu vas continuer de climatiser le dehors, puis chauffer le dehors. Donc, il fallait qu'il améliore cette zone-là. Le taux d'humidité optimal, c'est autour de 40 %. Ça, je vais vous en parler un petit peu plus. Le barrage de glace, ça, c'est une autre histoire. Quand on isole trop, on peut causer des barrages de glace. L'isolation des solides de rive peut être problématique de 2 façons. Le test d'infiltrométrie, ça vient avec le programme Renault Climat. Ça peut être aussi fait dans des cadres de APH Select, de... comment tu as dit ça tantôt, Marco? Il y avait... le programme Renault Climat, puis le programme Novo Climat aussi. Donc, ça s'applique dans ces deux domaines-là. Puis, la consommation moyenne d'énergie, je vais vous donner des chiffres tantôt pour comprendre un peu ce que moi, ça m'a donné comme expérience, comment j'arrive à calculer combien ça coûte un immeuble. Il y a peu de gens, ou à peu près pas de gens au Québec qui sont assez fous pour en faire le calcul comme je l'ai fait, pour venir à comprendre. Introduction. OK, il apparaît là, mais il apparaît pas là. Ouais, c'est fun. OK. Bon, les notions fondamentales du bâtiment, c'est pas bien compliqué. C'est-à-dire que ça me prend une bonne enveloppe de bâtiment. C'est comme avoir un manteau d'hiver. Si vous n'avez pas un manteau d'hiver confortable et de qualité, vous allez bien affronter les moins 30 et les moins 40 qu'on a au Québec, puis vous ne serez jamais bien. Donc, l'enveloppe est très importante. C'est une base en construction tant qu'à moi. Pour faire ça, je vais le comparer avec un manteau d'hiver. Si je vous achète un manteau d'hiver de 1 000 $, puis je vous le mets sur le dos, puis je vous envoie dehors à moins 30, puis qu'il vente, vous allez être bien. C'est à peu près certain. Mais si on prend le même manteau, puis je prends un couteau, je fais des trous dedans, je le remets sur le dos, j'envoie dans les mêmes conditions à moins 20, moins 30 avec du vent, vous ne serez jamais bien. Pourquoi? Parce qu'il y a des trous dans le manteau. C'est ça la problématique de la construction au Québec. Les entrepreneurs ne sont pas nécessairement consciencieux de la problématique des trous quand ils font des trous pour installer des prises électriques, passer de la tuyauterie, de la mécanique, etc., etc. Ils ne sont pas consciencieux. Moi, quand j'ai construit en 2003 chez nous ma maison, j'habite Saint-Jean-sur-Richelieu, j'ai passé un peu pour un épais parce qu'il me trouvait tannant avec mon tape parce que je tapais partout. Tous les clous étaient tapés, tous les joints étaient tapés. Puis les gars se roulent à terre, ils ont dit « T'es fou, va te faire soigner ». J'ai dit « Non, je ne me ferai pas soigner ». Puis la chose, c'est que je n'avais pas les connaissances que j'ai aujourd'hui au niveau performance énergétique parce que je serais encore plus pointilleux. Puis la preuve, je vais vous la démontrer tantôt avec des voisins. On comparera les factures énergétiques pour que vous puissiez comprendre l'impact de la qualité d'un bâtiment. Plus vous avez un bâtiment de qualité, plus votre enveloppe est de qualité, plus vous allez devoir avoir un échangeur d'air qui va être performant.
Si vous avez un immeuble qui est plein de trous, puis qu'il y a 4 changements d'air à l'heure, bien, vous n'avez pas besoin d'un échangeur d'air. Si votre bâtiment est en dedans de 2, bien là, ça va vous prendre un échangeur d'air, puis même à 2,5, 3, là, vous êtes limite, là. On a des logiciels avec Renault Climat, qu'on appelle un logiciel Hot 2000. Lui est capable de nous le calculer exactement, puis nous dire, pour tel bâtiment, à partir de temps, ça me prend un échangeur d'air. Mais ça ne se fait pas à l'œil, là. Il faut vraiment faire le calcul. À l'œil, je vous dis entre 2 et 3, là, ça commence à en prendre un. C'est comprendre un petit peu la mécanique qui va là-dedans. Donc, c'est ce qu'il y en est pour ça. Ah oui. La conception et la construction de l'enveloppe du bâtiment, c'est une base. Si vous avez plus ou moins de connaissances, essayez de vous trouver quelqu'un qui va vous aider puis vous encourager à utiliser une bonne méthode de construction. Si vous ne le faites pas correctement, vous allez pouvoir causer des dommages. Je donne un exemple, que quelqu'un qui rénove son immeuble, on va parler d'un immeuble, admettons, des années 70-80, qui a un pare-vapeur à l'intérieur, qui est sûrement plein de trous, parce que dans ce temps-là, le tape, ça n'existait pas. Puis même aujourd'hui, je pense qu'il est cancérigène, le Christy de tape, là, parce que personne ne veut y toucher. Okay? Fait que ça, c'est une grosse problématique qu'on a actuellement. Donc, si mon pare-vapeur, il y a des trous, puis là, le monsieur décide qu'il rénove sa maison, puis qu'il a la brillante idée de mettre un styrofoam à l'extérieur, bien, il vient de mettre un deuxième pare-vapeur dans le mur. Là, la problématique qu'on a, c'est que le premier fait défaut, puis le deuxième, lui, il va arrêter l'humidité. Puis là, l'humidité va se faire à l'intérieur, puis ça va créer de la moisissure, de la condensation, puis de la pourriture à moyen et long terme. Donc ça, c'est important. Donc, quand vous isolez par l'extérieur, de grâce, ne mettez pas un styrofoam, ça prend plutôt comment on appelle ça? Un isolade. Ça prend un isolant qui va respirer. Tandis qu'un isolant style styrofoam, ça ne respire pas. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre dans cette problématique-là. Bon, ce que je parlais tantôt, c'est qu'on est au Québec, on a la variation de température extérieure et intérieure. Donc, en été, il fait chaud, en hiver, froid. Chaud, froid, chaud, froid, chaud, froid, on comprend le principe. Quand votre bâtiment il est de piètre qualité ou construit dans les années 1900 avec plein de trous, bien, vous suivez la courbe avec un déphasage de quelques heures et c'est pour ça que vous êtes inconfortable dans le bâtiment. Là, c'est pour ça qu'on dit, bien là, il faut que je me climatise, il faut que je me chauffe parce que je suis inconfortable. Si on améliore la performance, bien, on a une courbe qui est plus sinusoïdale, c'est-à-dire elle qui est en vert, je ne sais pas si vous la voyez correctement, là, mais c'est elle qui est plus confortable. Autrement dit, c'est comme notre docteur Arruda, je crois, dans le temps de la pandémie, qui disait qu'il fallait écraser les pointes, là. Fait que c'est un peu le même principe. Fait que j'essaie d'enlever les pointes pour avoir une température plus stable. Quand je vous disais tantôt que j'ai passé pour un beau raisin quand j'ai construit ma maison, bien, moi, chez nous, la température, la ligne verte, là, est presque horizontale. La preuve, c'est qu'en hiver, quand il fait moins 30, si je prends des assiettes que j'ai lavées dans le lave-vaisselle, je prends tout ça, je mets ça dans l'armoire, je referme l'armoire, je vais écouter la TV pendant 1 heure, je reviens, je rouvre l'armoire, je sens encore la chaleur des assiettes. Fait que ça vous prouve à quelle performance de bâtiment que je peux avoir. Je ne suis pas passé vase, mais pour le temps que j'ai construit, j'étais très en avance. Avec Passive House, je vais vous dire une chose, c'est que vous pourriez probablement vous éclairer avec une flashlight. Pas éclairer, mais quasiment vous chauffer avec une flashlight, là. Mais c'est des performances énergétiques encore beaucoup plus élevées. On a aussi la variation de l'humidité intérieure et extérieure qui vient en ligne avec le bâtiment, avec l'enveloppe du bâtiment. Donc, si mon bâtiment n'est pas bien étanche, bien, c'est sûr que la température, le taux d'humidité va monter et descendre, et on essaye d'être le plus confortable possible. Ce qu'on vise pour des adultes normaux moyens, c'est autour de 40 % d'humidité relative en zone hivernale. Tandis qu'en été, c'est plus dur à contrôler, parce que là, on ouvre les fenêtres, on va climatiser. C'est sûr qu'en ouvrant les fenêtres, bien là, je vais chercher la température et l'humidité extérieure, et je la rentre dans le bâtiment. Là, l'ensemble du bâtiment va se gorger d'humidité. C'est-à-dire que tout le bois, le G-Broc, tous les matériaux qui peuvent absorber de l'humidité, bien, ils vont se gorger d'humidité. Puis quand on va refermer les fenêtres à l'automne, puis qu'on va recommencer à chauffer, il va en donner une partie, puis là, il va sécher après ça pour l'hiver. Sauf que si votre enveloppe n'est pas bien scellée, puis elle n'est pas étanche,
bien, votre variation va faire la même chose que ce qu'on parlait tantôt au niveau de la température. Il est important, pour des adultes normaux moyens, ce qu'on vise, c'est autour de 40 d'humidité relative. C'est la zone de confort pour un adulte normal moyen. Si vous avez des enfants, des bébés, quand je dis bébé, on parle plus de 0-2 ans, on parle plus de 48-50 d'humidité. Donc, de 0 à 1 an, on pourrait dire 48-50. 1 an à 2 ans, on va le mettre à 45, puis après ça, on va le remettre à 40. Là, vous n'avez pas besoin de peser sur le bouton panique si vous allez chez les grands-parents et les avertir 3 semaines d'avance que vous arrivez avec un bébé. Ils ne mourront pas. C'est juste qu'ils vont être un petit peu plus inconfortables, ils ont le système respiratoire un petit peu plus fragile. La preuve, c'est que je suis en train de perdre la voix actuellement parce que le bâtiment est quand même sec ici. Moi, je suis sensible à ça. Ça paraît niaiseux, il rit, hein, mais c'est vrai. Il y a des fois, quand je fais du Renault Climat, là, je parle en hiver, je suis obligé de demander au client un verre d'eau parce que je suis en train de m'étouffer. Donc, c'est ce qu'on parle. Si vous voulez savoir si votre bâtiment respire beaucoup, un indice, c'est de regarder votre taux d'humidité relative. Fait que vous pouvez vous acheter un hygromètre, vous l'installer chez vous, mettons pas loin, pas nécessairement dans la cuisine parce que c'est une zone qui a beaucoup d'humidité, peut-être plus au niveau du salon ou du corridor, peu importe. Et vous le regardez une fois à l'occasion. Et ce qu'on vise, comme j'ai dit, c'est autour de 40 Quand vous êtes à 35 et moins, ça veut donc dire que votre bâtiment, il y a trop d'air qui rentre dedans. Quand on est à 35 et moins, on a des problèmes de saignement de nez, problèmes respiratoires, électricité statique et peau sèche. C'est ces 4 éléments-là. Souvent, en expertise, par Renault Climat, je leur pose ces questions-là, puis ils font comme « Ah oui, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. » Ah ben c'est pour ça. Fait que là, je fais des tests, puis là, ils ont 4 changements d'air à l'heure. Vous, ça vous dit peut-être rien, 4 changements d'air à l'heure, je vais vous le traduire en français, vous compreniez. Donc, si j'ai 60 minutes divisé par 4, ça veut dire 15 minutes. Ça veut dire que quand ils vendent 33 km/h avec le test d'infiltrométrie qu'on a vu tantôt à quelques reprises, ça veut dire que le changement d'air se fait à tous les 15 minutes. C'est énorme. Donc, ce qu'on vise, pour un bon bâtiment, là, 2,5, 3. Puis là, on essaie de descendre le plus possible. Mais plus on va descendre, plus on va avoir besoin d'un échangeur d'air performant. Parce que si je deviens trop étanche, bien là, je deviens comme un sac de vidange, donc je reste avec mon air à l'intérieur. Donc là, on va se trouver une autre méthode pour contrôler notre entrée d'air. Le problème avec les moins bons bâtiments qui ne sont pas performants, c'est qu'on ne contrôle pas l'entrée d'air. Plus on va être performant, plus on va le contrôler, mais là, il faut des machines qui vont le faire pour nous. Bon, autre détail, c'est que ça prend un échangeur d'air qui est performant. Achetez pas les petits modèles, là, ce que j'appelle les batteurs à F, qui font juste tourner puis changer l'air avec l'extérieur. C'est pas fonctionnel. Ça prend un échangeur d'air performant. Il y a des pourcentages de performance. Là, en Renault Climat, c'est au minimum 65 puis je dirais même plus haut que ça. Et 80-90 de la clientèle ne sait pas utiliser un échangeur d'air. Je pose la question souvent, quand il y en a un, comment vous faites fonctionner ça? Bon, on m'a dit de mettre ça à on, puis laisse ça aller. Ben, c'est ça. Ça vaut ce que ça vaut. Un échange, moi, j'ai fait un texte long de même pour l'expliquer, dans mon Word, fait que de temps en temps, je l'envoie. Donc, un échangeur d'air, c'est fait pour échanger l'air en période de chauffe uniquement, pas en été. Donc, quand on ouvre le chauffage à l'automne, on commence à l'utiliser, donc on le rouvre. Et c'est là qu'on le programme pour avoir autour de 40 d'humidité, comme je dis depuis tantôt. La problématique, c'est que quand les gens ne savent pas l'utiliser, bien, ils essayent de suivre les pourcentages d'humidité, puis là, ils sont inconfortables, ça change trop d'air. Là, la maison devient bien trop sec parce que le vendeur de fenêtre, lui, ne veut pas entendre parler qu'il y a de l'humidité dans le bas d'une fenêtre. Et c'est normal d'avoir de l'humidité dans le bas d'une fenêtre en hiver. Je parle d'un peu d'humidité, je ne parle pas d'humidité comme ça. Donc, c'est normal d'en avoir un petit peu. Il faut comprendre que l'échangeur d'air, il est là pour fonctionner en hiver. Son but, c'est qu'il va chercher l'air extérieur qui est sec et il prend de l'air intérieur, puis il transfère un vers l'autre. C'est-à-dire que c'est deux tuyaux indépendants. Pourquoi qu'on dit un échangeur d'air récupérateur de chaleur? C'est que dedans, il y a un noyau qui est fait en coroplace. Ça, dans un sens, il y a de l'air qui rentre, puis dans l'autre sens, c'est de l'air qui est chaud, qui est froid.
de l'air chaud qui sort. Donc, pour le traduire, pour que vous compreniez, si vous allez dehors et il fait moins 30 pendant 3 heures pour vous geler, vous grelotter, vous rentrez, si je me colle sur votre corps, vous n'aimerez peut-être pas ça, mais ça va être un transfert de chaleur qui va se faire de peau à peau. Donc, c'est un peu ce principe-là qu'on va retrouver dans les systèmes d'échangeurs d'air qui vont améliorer la performance et qui vont nous amener, on va récupérer une partie de la chaleur qu'on veut sortir. Donc, comme j'ai dit, c'est important d'avoir une bonne enveloppe du bâtiment, mais plus elle va être performante, plus elle me prend un échangeur d'air qui va être en fonction d'eux. Ça a été parlé. Et en été, comme j'ai dit, c'est qu'on ouvre les fenêtres. Donc, on va fermer l'échangeur d'air en été. Fait que quand vous êtes sur le bord de fermer votre chauffage à l'automne, au printemps, vous fermez l'échangeur d'air tout simplement. Soit vous le mettez à 100% d'humidité, ou soit vous le mettez à off. Faites attention, parce qu'il y a des échangeurs d'air que, comme chez nous, c'est un contrôle, ils contrôlent le taux d'humidité, mais il y en a qui ont des boutons qui peuvent être soit à on ou soit intermittent. J'en vois des clients qui mettent ça à on, puis ils mettent ça au pourcentage d'humidité, mais ils viennent bypasser, fait qu'autrement dit, ils tournent tout le temps. Fait que c'est pas nécessaire. OK. Parfait. OK. Ce qu'on disait tantôt, c'est que le taux optimal d'humidité est autour de 40 %. Quand on regarde les problèmes, de bactéries, virus et tout ce qui vient avec, bien, la zone optimale va se situer autour de 40 %. Donc, on ne veut pas être trop haut et pas trop bas non plus. Ah oui, un indice, quand vous voulez savoir si c'est le temps de partir votre échangeur d'air, si vous en avez un chez vous, regardez vos planchers de bois franc. Du bois, c'est du bois et ça respire, ça va absorber l'humidité. Fait que vos planches sont toutes collées comme ça, normalement, puis quand vous allez voir qu'ils font ça de même, ils sont toutes gaufrées, c'est parce que c'est le temps de partir l'échangeur d'air. C'est déjà un petit peu tard, mais il vaut mieux tard que jamais. Moi, c'est ce que je fais chez nous. Quand je vois qu'ils commencent à gaufrer, je rouvre l'échangeur d'air et c'est tout. Puis quand ils sont trop ouverts, c'est parce que l'échangeur d'air fonctionne trop. Donc ça, c'est ce qu'il y en a. Parfait. OK. Bon, ce qu'on disait tantôt, c'est normal d'avoir un peu d'humidité dans le bâtiment aussi, avec l'enveloppe qu'on a. Bon. Je ne sais pas s'il y a des vendeurs de fenêtres au travers du public ici, mais les vendeurs de fenêtres, ils ne vous donneront pas cette information-là parce que vous, en tant que client, vous appelez pour chialer, pour dire « Oui, mais j'ai de l'humidité dans le bas de ma fenêtre, puis je viens de payer 30 000 $ des fenêtres neuves, j'ai encore de l'humidité comme j'avais avant. » Donc, il faut comprendre que l'humidité, l'eau a 3 phases. Solide, liquide, gazeux. Pour passer d'un à l'autre, ça me prend soit du chaud, soit du froid. Donc, en hiver, j'ai de l'air chaud et la fenêtre, c'est une surface froide. Qu'est-ce qui se passe? C'est que l'air chaud va se condenser sur la surface froide. L'inverse se fait en été quand vous sortez une bière du frigeur ou un verre de vin blanc. Qu'est-ce qui se passe? L'humidité colle. Donc, c'est ce qui se passe à l'envers. Et c'est normal d'en avoir un peu dans le bas des fenêtres et ça fait un angle de 45 degrés. Parce que quand on chauffe, l'air chaud monte et on sait que l'air froid descend. Donc, quand l'air chaud monte, qu'est-ce qu'elle fait rendu à la fenêtre? Ben, elle va faire un angle de 45 degrés. Fait que si je vous donne une idée, c'est pas la même des idées, mais en tout cas, rendu ici, l'air chaud va faire quoi? Elle va faire un angle d'environ 45. Fait que tout ce qui est en dedans du 45 est sujet à faire de l'humidité. Ce qui est en haut, c'est anormal. Le taux d'humidité que je vous parle, c'est 40 % depuis tantôt. Si vous êtes 22 pour le souper de Noël, c'est pas la journée pour regarder votre hygromètre. Là. Okay? Si vous faites une sauce à spaghetti, cuire un poulet, une dinde, peu importe, c'est pas le temps idéal. Fait que servez-vous un petit peu de votre tête. Quand vous l'utilisez, vous le regardez. Donc, qu'est-ce que je disais tantôt? C'est que comme ça. Donc, le taux optimal est de 40 % ici. Ça, c'est ce qu'on vise pour des adultes normaux moyens. La température, elle est de 20 degrés normalement dans l'immeuble. Où est-ce que ça condense? C'est à 100 % d'humidité, c'est ce qu'on voit en haut. Donc, quand je mets mon 40 % avec mon 20 degrés, je l'amène à 100 %, je l'amène ici, ça me donne donc 6 degrés. Ça veut dire que quand le bas de votre fenêtre est rendu à 6 degrés, ça va condenser. La seule façon que vous pourriez diminuer cet impact-là, c'est d'avoir du verre triple.
Est-ce que ça vaut la peine? Je trouve que c'est un petit peu dispendieux pour ce qu'on peut aller chercher, mais ça devient un choix personnel. Ça dépend toujours de l'âge que vous avez, puis de combien de temps vous voulez garder l'immeuble. Ça aussi fait partie de mes débats avec mes clients. Tu sais, j'ai un client qui a 75 ans, puis qui est en marchette, puis qui ne sait pas ce qu'il va faire avec sa maison. On s'entend qu'il n'aura pas encore pour 20 ans, en théorie, dans sa maison. Fait que j'ai dit, si vous dépensez de l'argent, bien, vous ne verrez peut-être pas le bout de votre argent. Il faut toujours savoir comment on investit pour essayer d'aller rechercher le montant idéal. Si la personne a 30 ans et il me dit « Moi, je veux mourir ici », bon, ton espérance de vie est 75 moins 30, ça fait 45 ans. Oui, 45. Ça vaut la peine d'investir dans ce cas-là. Donc, c'est ça que je dis à mes clients pour voir qu'est-ce qu'on investit puis qu'est-ce qu'on y va logiquement. OK. Donc, les problématiques qu'on peut avoir quand on a des mauvaises réalisations puis des mauvaises conceptions, c'est qu'on peut avoir des infiltrations d'eau à partir du bâtiment, à partir de l'extérieur, c'est-à-dire si l'enveloppe du bâtiment extérieur, son parement n'est pas fait adéquatement, bien, l'eau peut pénétrer à l'intérieur et faire pourrir le bâtiment. Et l'inverse est aussi vrai. C'est-à-dire que si mon pare-vapeur à l'intérieur n'est pas fait correctement ou qui est un paquet de trous, bien, c'est sûr que l'humidité va migrer à l'intérieur du mur, puis là, on va essayer de condenser en hiver. Parce qu'il va se faire aussi un point de rosée. Ce que je vous parlais tantôt du 6 degrés, il va être à quelque part dans le système de laine d'isolant. Fait que dès que je tombe à 6 degrés, l'eau qui est en vapeur elle va retomber en humidité, puis là, elle va se mettre à faire pourrir la structure. C'est pour ça, j'ai déjà fait un immeuble il n'y a pas longtemps, pas loin de chez nous. C'est le même entrepreneur que moi. Écoute, les colonnes, là, c'est comment on appelle ça? Une galerie 3 saisons. Ils ont fait des colonnes en bois, puis ils ont capé ça en aluminium, puis ils ont mis un beau scellant tout le tour. Écoute, les colonnes sont pourries, là, 5 pieds de haut. Ça a à peu près 10 ans, cet immeuble-là. Fait qu'il a fallu démolir tout ça. J'ai même pas eu le temps d'attendre le jugement de la cour. J'oublie ça, là, ça va tomber. Fait qu'on a fait un détail particulier avec un système pour empêcher l'humidité de remonter dans les colonnes. J'ai mis un tapis à vache à l'envers pour découper tout ça, en tout cas, toute une histoire, pour faire tenir ça en place. Donc, c'est ce que je vous dis, c'est d'avoir une bonne conception à la grandeur. L'enveloppe du bâtiment est importante, mais aussi au niveau des colonnes et tout ça. Dans la problématique que je vous parle là, c'est que le bois, bien, normalement, il respire. S'il y avait un peu d'eau dedans, il aurait pu survivre puis faire plusieurs années. La problématique, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis un capping en aluminium par-dessus, puis ils ont été mettre un beau caulking à grandeur. Écoute, c'est devenu comme une serre. Fait que l'eau est restée dans la colonne, puis elle n'a jamais sorti de l'eau. On a la même chose aussi au niveau des plafonds. Les gros problèmes d'infiltration d'air, on va les trouver principalement autour des prises de courant, parce que les électriciens, bon, ils font un beau gros X avec un exacto, puis ils posent la prise de courant, fait qu'après ça, le pare-vapeur est défoncé. Les plombiers ne sont pas beaucoup mieux, ils font des trous partout, puis ils font des trous, puis ils sont partis, puis on ne voit plus rien. Donc ça, moi, j'étais fatiguant chez nous, j'avais le tape des mains tout le temps, fait que je retapais tout. Et on va voir aussi par des photos tantôt la différence avec les voisins. Donc, il faut comprendre que quand on est en construction, ben c'est le temps de mettre la gomme puis de se faire un bon parement extérieur. J'ai travaillé pour APH Select, c'est un immeuble de... Écoute, ça fait 2 immeubles que je fais avec ce client-là. Puis le premier, je l'avais averti, j'ai dit là, il faut que tu fasses attention aux murs mitoyens parce qu'il va y avoir de l'air, puis ci, puis ça. Ah oui, Bruno, pas de problème, pas de problème. Il va faire le test, j'étais à genre 3,3 changements d'air à l'heure. Pour un bâtiment neuf, c'est anormal. Là, quand ils ont fait le deuxième, on a changé de méthode, on a tout changé. On a scellé le mur mitoyen d'une autre façon. Puis là, les performances étaient beaucoup plus au rendez-vous. Et je ne sais plus quand j'y étais, mais c'était au printemps. En tout cas, c'était pas loin de l'hiver. Puis je peux vous dire qu'il faisait quand même relativement chaud dans le bâtiment, puis il n'y avait pas beaucoup de chauffage en fonction. Là. Puis c'était un gros bâtiment aussi. Bon, le barrage de glace, c'est quoi? Plusieurs parlent de barrage de glace, mais ils ne comprennent pas c'est quoi un barrage de glace. Je vais juste me prendre une règle peut-être. Bien expliquer la situation.
Donc, le barrage de glace fait aussi partie de l'enveloppe. C'est une problématique qui vient de l'enveloppe. Ça peut arriver dans les bâtiments qui sont existants, mais surtout, ça va arriver quand on va avoir un ajout d'isolant dans les greniers. Donc, il est important de garder un espace d'air entre l'isolant qui est ici et voyons, je vais le dire le plywood, là, mais ce n'est pas le vrai terme, là, mais le plywood qui est là. Si j'ai, mettons, 3 pouces et demi d'isolant, puis je dis, il faut en rajouter, il faut avoir 16 pouces une fois fini, c'est sûr que dans la situation qui est là, je vais me ramasser avec de l'isolant qui va être jusque-là. Donc, ça n'a aucun bon sens. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'on met un styrovent ici, mais il faut faire attention parce que les styrovents, ils ont juste 1,5 pouce d'épaisseur. Puis les nouvelles normes, c'est 2,5 pouces. Fait entre ma règle et le plywood qui est là, je devrais avoir 2,5 pouces minimum. Donc, ça, c'est important. Le barrage de glace, c'est quoi? Autrement dit, c'est que j'ai de la laine qui est ici, qui touche au plywood ici. Donc, j'ai une perte de chaleur ici qui se réchauffe un peu. En se réchauffant, bien, c'est sûr qu'il réchauffe la neige qui est sur le toit. Et il y a une partie qui devient en eau, puis ça descend, puis ça devient dans une zone très froide, donc ça fait des grands glaçons. C'est ce que j'appelle des stalactites, là. Donc, quand on a des grands glaçons, c'est un bon indice aussi qu'il y a un problème de barrage de glace. La problématique de ça, c'est l'eau qui est là. Donc, étant donné qu'il y a de l'eau, bien, elle peut rentrer par les barres d'eau et surtout par la sous-couche qui est en dessous, puis être capable de pénétrer à l'intérieur du bâtiment puis causer des dommages aussi. Donc, un autre exemple, comme moi, quand j'ai construit, j'ai mis R40 dans mon grenier, puis quelques années après, j'ai ajouté un autre R20, puis j'ai vu une amélioration au niveau de la performance. Et ce que je fais, c'est que j'ajoute de la cellulose, que j'aime bien. Ça peut être une laine de roche. Mais l'avantage de la cellulose, c'est que c'est du papier journal déchiqueté. Et c'est le moins cher. Il va prendre l'espace qu'il a de besoin, parce que c'est soufflé. Puis le dernier avantage, c'est qu'il devient insonorisant. Souvent aussi, quand je rentre dans des immeubles qui sont plus ou moins performants ou qui ont plusieurs années de construction, bien, le son, quand je parle, le son va réverbérer entre le plafond et le plancher. Puis souvent, quand je dis au monde, bien, regardez mes lèvres quand je bouge, puis d'un coup, j'arrête, puis le son continue pendant une demi à 3 quarts de seconde, bien, vous allez voir que quand vous allez avoir rajouté de l'isolant dans le grenier, vous n'aurez plus cet effet-là. OK. Bon. Aussi, les porte-à-faux. Les porte-à-faux font aussi partie de l'enveloppe du bâtiment. Souvent, c'est une grosse problématique qu'on a. On a beaucoup de fuite d'air à ce niveau-là. Ce n'est pas quelque chose qui est bien compris par les entrepreneurs, même par les concepteurs. Ce n'est pas tout à fait compris à mon goût. La problématique, c'est que souvent, ben, les gens vont isoler ici, puis ils vont mettre peut-être un sheeting ou quelque chose comme ça dehors, puis ça va être à peu près tout. Puis ils vont mettre une forens avec un aluminium par-dessus. Mais n'oubliez pas que de la laine, ça respire. Comme Marco disait tantôt, de la laine, ça respire. Fait que si je mets de la laine face au vent comme ça, puis j'essaie de me protéger du vent, c'est impossible. L'air va passer au travers. Qu'est-ce qui fait qu'un mur fait qu'on est bien? C'est parce qu'à l'intérieur, j'ai un pare-vapeur, j'ai ma laine, puis à l'extérieur, j'ai un pare-air. Donc, je fais une sandwich avec. Fait que la sandwich, une fois qu'elle est composée, l'air ne peut pas bouger dedans. Tandis que la conception régulière fait que l'air, quand il vente, ben l'air rentre par l'aluminium qui est perforé ici, puis elle va rentrer là. Donc, si on veut vraiment avoir des planchers performants, on peut mettre de la laine ici, mais il faut aussi la faire dépasser au bout de la solive. Il faut que j'aie un espace d'air entre ma laine et mon contreplaqué d'environ 1,5 pouce à 2 pouces d'épaisseur pour être confortable. Puis ici, on pourrait mettre un sheeting, mais il faut vraiment venir le sceller avec la fondation. Puis il faut sceller aussi avec le sheeting qui est à l'extérieur ici sur le mur. Ça, c'est une des façons. L'autre façon, ça pourrait être de mettre un sheeting, admettons, ici, ou un K3, là, comment on appelle ça, de la rib pressée, admettons, juste pour dire qu'il y a un petit support, puis là, je pourrais venir shooter de l'uréthane. Je pourrais venir coiffer ma fondation, m'en venir ici, puis venir faire le bout de la solive. Encore une fois, je laisse environ 1,5 pouce à 2 pouces d'air pour avoir une bonne étanchéité. C'est une des problématiques qu'on a souvent, presque toujours dans les bâtiments.
J'ai eu un client que j'ai fait un agrandissement chez eux, que c'était sur pieux vissés. Puis il dit, moi, je ne veux pas avoir froid aux pieds. J'ai dit, ah, tu n'auras pas froid. Fait que ce qu'on a fait, c'était des pieux vissés. On a fait sa structure en 2x10. Quand ça a été fait, il a fait venir un gars, il a shooté de l'uréthane, comme j'ai dit. Il a remis son plywood, puis il a fini sa maison. Puis il n'a jamais eu besoin pas de gogoon, mais des pantoufles pour marcher dans cette zone-là. Donc, c'est important de comprendre cette zone-là aussi. Parce que c'est l'ensemble du bâtiment. J'ai beau avoir un très bon mur extérieur, si mon porte-à-faux est mal fait, bien, c'est sûr que je ne serai jamais confortable. Ça s'applique aussi dans les bâtiments où j'aurai un garage. Si, admettons, j'ai un garage ici, puis j'ai mon sous-sol qui est là, peu importe, bien, j'ai le même principe qui va s'appliquer là. Souvent, le garage, bien, on ouvre la porte, on ne chauffe pas trop le garage parce qu'on ne veut pas que ça coûte cher d'électricité, puis le plancher est froid au-dessus. Fait que ça, c'est une des problématiques aussi qu'on a. C'est des méthodes de construction qui seraient importantes de saisir et de comprendre. OK. Bon, c'est la même chose avec les solives de plancher. Les solives de plancher, il faut comprendre que la solive, on peut l'isoler avec de l'uréthane. Sauf que si on fait ça, il faut s'assurer qu'à l'extérieur, j'ai un solin et un système de membrane qui va repousser l'eau vers l'extérieur. Si mon enveloppe n'est pas correcte à l'extérieur et qu'il y a un défaut dedans, bien, l'eau pourrait rentrer dedans, puis vu que j'ai de l'uréthane, bien, elle va rester encloisonnée là, puis elle ne sortira pas, puis elle va faire pourrir la structure éventuellement. Sinon, il y a une autre méthode qui pourrait être de mettre de la laine isolante avec un pare-vapeur. Mais encore là, c'est pas parfait. Quand on met le pare-vapeur, c'est souvent pas étanchéifié comme il faut parce que c'est plein de trous à cause des solives puis des morceaux de bois qui passent là. Donc, c'est sûr que c'est pas l'idéal. Moi, c'est sûr que je vais préférer l'uréthane dans cette zone-là, mais à la condition que le système soit très bien étanche. Dans les bâtiments existants ou les bâtiments plus vieux, bien, il faut s'assurer qu'on a une membrane à la base. Parce qu'à un moment donné, les membranes n'ont pas toujours existé. Et il faut s'assurer aussi qu'il y ait des chantepleurs. Bon, ça aussi, souvent, c'est ce que je parlais tantôt, dans la plomberie, puis l'étanchéité, puis l'électricité, on a souvent des trous dans l'enveloppe qui font qu'ils vont passer des tuyaux dans les murs extérieurs et qui font des trous dans les pare-vapeurs, les pare-intempéries, ces choses-là. Donc, il faut les sceller. Ici, c'est peut-être pas la meilleure des méthodes. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont été avec de l'uréthane en haut, puis en bas, il n'y a comme rien. Là. On ne sait pas trop si c'est un styrofoam ou pas, mais on ne voit pas de scellement. Là. Donc, ça peut paraître niaiseux, ces petits trous-là, mais quand on fait des tests d'infiltrométrie, il y a beaucoup d'infiltration d'air qui se fait par là. Donc, le moindre trou dans l'enveloppe, bien, c'est sûr qu'il fait augmenter votre consommation énergétique puis diminuer votre confort. Bon, ça, c'est un exemple, justement, d'une structure qui avait un contreplaqué et que la structure a pourri parce qu'il s'est fait de l'humidité à l'intérieur du mur. Fait que ça, c'est un exemple comme de quoi que l'humidité qui était présente à l'intérieur, elle a été condensée sur la surface froide. Donc, mon 6 degrés Celsius de tantôt, là, il devait se faire à la surface du plywood ou à peu près. Là. Ça, je pense que c'est avant. OK, ça veut dire que c'est avant, là, avant que ça fasse la problématique ou qu'ils l'ont nettoyé, là, mais peu importe. On comprend qu'on ne veut pas ça dans les murs. Avec le chien de madame, là, il pourrait aller détecter cette zone-là puis nous trouver ça relativement facilement. Là. Est-ce que le chien peut détecter une moisissure comme ça? C'est clair que oui. Ah oui? OK. OK, parfait. OK. Le test l'infiltromètre, c'est justement pour trouver les fuites d'air, ils sont où, en quelle quantité, puis est-ce qu'on peut les corriger à un prix raisonnable? Donc, on fait le test à une pression de 50 pascal. Le 50 pascal, ce que je vous expliquais tantôt, ça représente un vent de 33 km/h. Puis, on sait qu'en hiver, c'est des 50-60. Donc, nos fuites d'air qu'on va détecter avec la main, bien, souvent, il faut les multiplier par 2 pour comprendre qu'est-ce qui se passe en hiver. Il y en a qui vont faire ça avec des tests de boucan puis tout ça. Là. Moi, j'appelle ça faire un show de boucan, c'est pas nécessaire. Là. J'utilise tout simplement ma main, moi. Je dis au client, mais mets ta main à telle place. Fait que là, je le fais suivre avec moi dans l'immeuble. J'y monte. Je dis là, tu as une fuite là, fuite là. Puis là, ils comprennent que, oh, attends une minute.
Donc, quand je vais faire une expertise ou une analyse Renault-Climat, ce que je vais chercher, c'est, admettons, les 2, 3, 4 grosses fuites d'air. On corrige ceux-là, puis les autres, on les oublie parce que ça devient plus rentable. Autrement dit, si ça me coûte 100 $ pour réparer une fuite d'air, puis je sauve une pièce par année, ça ne vaut pas la peine. Mais si je mets 100 $, puis je sauve, mettons, 10 $ par année, là, c'est ça que je vais chercher. Souvent, on a des problématiques au niveau des trappes d'accès au grenier qui ne sont pas étanches. Souvent, c'est un morceau de plywood qui est à côté sur des moulures en bois. Je n'ai même pas de forme, je n'ai rien autour. Donc ça fait partie, encore une fois, de l'enveloppe qui est problématique. Les plombiers, c'est la même chose quand ils passent dans le grenier. Puis le grenier, souvent, je vais le faire réparer parce que c'est relativement facile à faire. Pourquoi? Simple, on a généralement accès, on peut tasser la laine pour avoir tapé nos éléments problématiques, puis on laisse ça comme ça après. OK. Bon, ce que je vous disais tantôt, là, vous allez comprendre, puis vous allez mettre des chiffres, puis vous allez comprendre qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est mon voisin. C'est une maison d'à peu près, j'ai à peu près 1200 pieds carrés de maison, avec, admettons, 200, 250 pieds carrés de garage, ce qui fait un total autour de 1600 pieds, là. Pour vous donner une idée, 1500, 1600 pieds carrés. Là, maintenant, il y a une piscine chauffée, puis il y a du gaz propane dans cet immeuble-là. Cet immeuble-là, il coûte environ 2700 à 2800 piastres d'hydro et de gaz sur une base annuelle pour 2 personnes. Donc, c'est un peu trop élevé à mon goût. Si je compare avec la mienne, ça c'est la mienne chez nous, j'ai 1050 pieds carrés de maison, j'ai 450 pieds carrés de garage, j'ai pas de piscine, mais j'habite toute seule. Mais je climatise en fou parce que moi, déjà à 22, là, je dégoûte. Ça me coûte 975 piastres d'hydro sur une base annuelle. Quand je vous disais tantôt que j'ai passé pour un épais, là, quand je mettais des tapes partout, ben je sauve à peu près 1000 piastres par année, et même plus. Donc, c'est ça la différence entre les deux. Puis on va aller voir l'autre voisin de droite. Ça, avec les anciens chiffres que j'avais, il n'y avait pas de piscine. C'est une maison d'à peu près 1250 pieds carrés avec 2 personnes dedans. Ça coûte environ, me semble, c'est 1700 ou 1800 par année. Donc, ça, c'est une maison préfabriquée qui est assemblée en 2 sections, puis un beau joint dans le milieu qui n'a jamais été scellé comme il faut. L'autre chose, quand on a des immeubles, des immeubles en rangeant à Montréal, on dit toujours « Ouais, mais j'ai un mur mitoyen, je ne chauffe pas le dehors. » Mauvaise réponse. Le mur mitoyen, c'est pire qu'un mur standard. Pourquoi? Parce que le mur mitoyen, il y a un mur de bloc de béton qui a, admettons, 8 pouces. J'ai un espace d'air d'1,5 à 3/4 de pouce, puis là, j'ai une structure de bois qui va tenir ma structure de plancher, règle générale. Oui, il y a des cas d'exception que ça va se tenir directement. C'est pas là qu'on va. Fait que j'ai toujours une lame d'air d'1,5 à 3/4 de pouce qui va être aspirée jusque dans le... Je cherche le mot. Pas l'entretoit, mais le parapet. Jusque dans le parapet ou l'entretoit, si on a, mettons, un 2 ou un 4 versants, peu importe, là. Donc, c'est toujours en défaut, ces problèmes-là. Moi, ce que j'ai trouvé comme problématique, comme solution, c'est que quand je les fais construire maintenant en neuf, ben, je fais shooter 1,5 pouce de rétane à grandeur. Ils ne sont pas capables de monter un mur de bloc sans créer de fissures parce que tout béton va finir par craquer. Puis même s'ils mettent un pare-vapeur, c'est une guerre. Parce que là, il faut qu'ils mettent le pare-vapeur, il faut qu'ils posent les petits blocs de béton, il faut qu'ils mettent les joints, puis là, il faut en remettre un sur l'autre côté, puis j'ai un immeuble de chaque côté. Le plus simple, c'était de mettre 1,5 pouce d'uréthane à grandeur sur les 2 côtés. Pourquoi qu'on fait ça? Simple, parce que le bloc de béton va fissurer, puis on ne sait pas quand. Même si je vais sceller le périmètre, ben si mon bloc de béton fissure, c'est sûr qu'il va aspirer de l'air de l'immeuble. Il faut comprendre aussi que si on détecte une fuite d'air à l'intérieur du bâtiment, on va parler, mettons, comme ici, si je fais un test d'infiltrométrie puis je détecte que j'ai des fuites d'air, mettons, par ce mur-là, bien, cette air-là, elle ne vient pas du ciel, là, elle vient de quelque part. Ça veut dire qu'elle vient de l'enveloppe du bâtiment. Donc, l'enveloppe, c'est quoi? Ça va être le plafond, les murs de fondation, puis la dalle de béton. Même si je scelle le problème là, je n'ai pas scellé le problème à nulle part. J'ai juste déplacé mon problème. Donc, c'est vraiment de travailler sur l'enveloppe le plus possible. Si on n'est pas capable, dans une rénovation, on n'est pas capable, on ne défera pas l'immeuble pour sauver une pièce par année, là.
Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Mais à la conception, quand on fait une belle job, une belle connexion, puis tout ça, ben on a des résultats comme on voit sur les photos que je vous expliquais tantôt. Puis ceux qui pensent que c'est du niaisage, ben, je peux vous donner mon adresse avec mon code postal, vous aurez consulté le compte d'hydro. Ça a toujours été, puis ça n'a pas changé, puis le compteur n'est pas défectueux, parce que quand ils ont changé de l'ancien système à roulette avec le nouveau, le compte a resté pareil. Donc, c'est ce que je pense là-dessus. Maintenant, OK. Ça, c'est ce qu'on appelle les coûts typiques d'électricité. Puis là, prenez ça avec un peu d'intelligence, là. C'est pas nécessairement hyper précis au pourcentage près, mais ça donne une idée. Donc, quand on a un bungalow à Montréal, comme chez nous, on peut dire à peu près 1,10 du pied carré. Chez nous, je ne même pas ça, je ne même pas $1 du pied carré. Quand on est à Québec, c'est sûr qu'il fait plus froid, donc il faut chauffer un petit peu plus, donc c'est à peu près 1,25. Et ça, c'est pour une personne. Il faut comprendre que chaque personne coûte environ 200 $ d'hydro de plus par année. J'ai déjà fait une maison à Laval, je crois. C'était des Africains, si ma mémoire est bonne. Ils sont 9 dans la maison. Ça coûte 3300 $ d'hydro. Puis là, ils se demandent pourquoi ça coûte cher. Fait que là, je fais le test, je fais tout, je pose les questions. Fait que là, j'enlève une personne pour le de base, comme on explique ici. Fait que je fais 8 personnes fois 200, ça me donne 1600. Si je fais 3300 $ moins 1600, il me reste 1700. Leur immeuble est tout à fait normal. Donc, eux, il n'y avait pas de défaut dans l'immeuble. Pas des défauts bien majeurs. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Si on ajoute un étage, on peut mettre environ de 100 à 200 $ de plus par année. Une personne, comme je viens de vous dire, c'est à peu près 200-250. La douche, combien de gens ici prennent 20 minutes et plus pour le fun? Non? Il n'y a personne? Non? Hey, je l'entends souvent dans les maisons. Ouais, des idiots, oui. Une douche de 20 minutes, là, quand vous regardez ça, là, c'est 6 cents la minute environ. Si vous prenez une douche de 20 minutes, ça fait 1,20 $, ça fait 440 $ à la fin de l'année. J'ai déjà fait une maison à la Prairie, ça coûtait 5300 $ d'hydro par année, puis là, ils se grattent la tête, puis ils se demandent qu'est-ce qui se passe. J'ai trouvé une fuite majeure d'un immeuble à cause d'une trappe d'accès au grenier qui était défaillante. Puis là, je pose des questions sur l'usage, la consommation, puis comment ils vivent dans l'immeuble. Ben, j'ai 3 grands idolescents qui vivent dans la maison puis qui prennent des douches de 20 minutes à côté. Fait que je pars avec 1300 $ d'hydro de douche. Il faut comprendre que Renault Climat prévoit autour de 8 minutes par douche, par personne, par jour. Donc, si vous êtes au-delà, moi, je ne suis pas là pour vous chicaner. Je suis là pour comprendre votre consommation énergétique. Vous ferez bien ce que vous voulez avec vos douches et votre consommation. Moi, j'en ai rien à foutre, là. C'est pas ça le but. C'est d'essayer de comprendre. Comme je vous dis, si vous prenez une douche de 20 minutes, je fais des calculs, votre facture est de 2200, puis j'arrive à 2100 par calcul, ben, votre maison est normale. C'est ça qu'il faut comprendre, là. Donc, ça a toute une influence. Le garage chauffé, c'est 50 à 100. Piscine chauffée, non chauffée, pardon, c'est à peu près 125 par année. Piscine chauffée, 300. Le spa l'été, 300. À l'année, c'est 600. Véhicule électrique, moi, mon boss possède une Tesla, puis il a fait des tests été-hiver. En hiver, en été, ça coûte 1,85 $ du 100 km en hydro, puis en hiver, ça coûte 2,15 $. Fait que si on fait une moyenne, on est à peu près à 2 $ du 100 km. Le gigajoule, parce que les rapports d'énergie, les rapports, je ne sais pas s'il y en a qui ont fait faire des évaluations Renault Climat ici, là, mais les rapports arrivent en gigajoules. Je ne sais pas si c'est ça que vous aviez chez vous. OK, en gigajoules. Anciennement, il y avait de 0 à 100. C'était vraiment pas clair. Fait qu'ils ont changé ça pour gigajoule. Un gigajoule représente 278 kWh. Là, le chiffre ici n'est pas à jour, là. C'est rendu à peu près 33 $ par année. Fait qu'autrement dit, si on fait une évaluation, puis on dit remplacer les portes et fenêtres, vous allez sauver 3 gigajoules par année, bien, ça ne dit rien dans la tête du monde. Mais si je dis 3 fois 33, 99 $ par année, hop, là, ils comprennent. Fait que, exemple que ça coûte 30 000 de changer des portes et fenêtres, puis qu'ils sauvent 99 $ par année, bien, vous allez comprendre que c'est difficile à rentabiliser. Moi, j'ai fait des calculs à quelques reprises, puis des fenêtres, là, quand on les remplace, ça va prendre environ 70 ans à rentabiliser. Fait que, tu sais, du monde qui dit « je vais remplacer mes portes et fenêtres pour sauver du courant »,
trouve-moi une autre raison. J'essaie toujours d'avoir 2 bonnes raisons pour faire des travaux. Mes fenêtres ne rouvrent plus bien, le mécanisme est brisé. Oui, OK, parfait. Est-ce que tu peux réparer le mécanisme, c'est correct, ou sont vraiment déclarés scrap? S'ils sont scrap, go, vas-y, remplace-les. Tu as 2 bonnes raisons. Ils sont brisés, puis je vais te donner une subvention pour le faire en prime. Fait que c'est le temps de le faire. Quelqu'un qui me dit qu'il veut juste sauver des portes et fenêtres, sauver du courant, ça ne vaut pas la peine. J'ai déjà eu un exemple en Renault Climat. J'ai fait une expertise, pas une expertise, mais une évaluation Renault Climat chez eux. Puis il me dit, ouais, je veux tout remplacer mes portes et fenêtres parce que je veux sauver du courant. Je suis OK. J'ai dit, t'en as commandé combien, là? Il dit, juste 4. Tu veux commencer par les 4. Good. J'ai dit, là, as-tu trop d'argent dans ta vie ou si tu n'as pas trop? Parce que si tu n'as trop, fais-moi un virement bancaire, là, je vais partir en vacances à ta place, là. Fait que finalement, j'ai fait le test d'infiltrométrie puis j'ai découvert que les fenêtres étaient mal installées. Fait que là, j'ai dit, tu vas continuer avec tes 4 belles fenêtres, tu vas les faire poser, puis le reste, tu vas tout arracher les cadrages, tu vas enlever la laine, tu vas remettre de l'uréthane à grandeur, tu vas remettre les beaux cadrages, tu me rappelleras dans un an. Un an après, il m'a rappelé et m'a dit qu'il sauvait 50$ d'hydro par mois. Fait que sur une base annuelle, il a sauvé 600$. Donc souvent, c'est ce que j'expliquais tantôt, c'est que l'isolant, un isolant à fibre de verre, parce qu'anciennement, il isolait avec de la fibre de verre entre le cadre et la structure de bois. Donc, quand il vente, l'air rentre à l'intérieur, puis elle rentre dans la maison. Puis on a beau dire qu'on va mettre un beau petit tape puis du caulking, comme nos fonctionnaires disent de faire, puis de mettre du caulking à l'intérieur, mais le caulking, il ne sert absolument à rien, parce qu'en réalité, derrière mon gyps, j'ai une forens. Fait que j'ai un jeu d'air de 3/4 de pouce. Fait qu'une fois que l'air a pénétré l'isolant, elle continue son chemin, puis elle descend par les traînes, puis elle sort par les prises électriques, elle sort par les chauffages, les calorifères, ces choses-là. Donc, la meilleure façon, comme je dit, c'est d'enlever les moulures, enlever la laine, remettre l'uréthane, mais faites attention, l'uréthane, il faut qu'elle soit vis-à-vis la fenêtre, vis-à-vis le thermo. Puis là, si vous en dépassez à l'extérieur, c'est pas mieux, parce que là, l'humidité ne se drainera pas correctement s'il y a une pénétration d'eau. Donc, il faut savoir comment travailler encore une fois. Là, je ne sais pas à quelle heure qui est, là. Je pense que j'ai défoncé mon temps, ça se peut-tu? Comment? Mais je pense que j'avais 40 minutes, je pense que j'ai passé. Hein? Non? Ah, OK. Fait que ça, c'était nos chiffres. Donc, l'impact typique, on a un peu de ça. Là. Fait que on voit les évaluations qu'on a faites. Donc, voyez-vous là, qu'un immeuble des années 60, 70, là, 6,9 changements d'air à l'heure. Là. C'est un monstre. Là-dedans, ils ne peuvent pas être confortables, c'est impossible. Puis ça leur coûte des factures d'hydro qui n'ont aucun bon sens. Ce que je vous disais, parce que ces vases, là, il m'a parlé tantôt, c'était rendu 0,5, des nouveaux climats 2,5. Donc, ce qu'on vise, là, c'est autour de 2,5. Idéalement, même si on peut descendre, ça sera encore mieux. Donc, c'est ce qui fait le tour. Je pense que c'est tout. Oui. Donc, Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Oui. C'est un logis, j'ai plus de maison, je suis dans un logis loyer. C'est un duplex commun, comme un 4. Et puis, on parlait d'eau dans les fenêtres qui s'écoulent. Oui. Mais chez moi, c'est vraiment beaucoup. Ça fait même de la moisissure dans le bas. Pourtant, le taux d'humidité sur l'hygromètre, que je transporte d'une pièce à l'autre, est toujours de 45. Des fois, ça peut monter à 60. Mais je ne vois pas, là. Vous vivez toute seule? Oui. C'est un genre un 4,5? Oui. Combien de plantes vous avez là-dedans? J'en ai à peu près une par pièce. OK, c'est rien. C'est pas ça la problématique. L'immeuble date de quelle année? 2013. Oh, quand même, c'est un immeuble récent. 2013. Puis, vous me dites ça, attendez un petit peu, là. Probablement qu'il faudrait que je le voie un peu plus, là, pour le voir, admettons, que Google Maps, quelque chose comme ça. On pourrait regarder un peu plus tard, là. Mais vu que c'est en 2013, c'est sûr qu'il peut se garder un peu plus d'humidité parce que théoriquement, il est soit une bonne barrière
contre la migration de l'humidité à l'intérieur. Mais vous êtes toute seule, vous ne faites pas des grosses cuissons de dinde, puis de sauce à spaghetti, puis des affaires de même. Donc, théoriquement, puis est-ce que vous êtes au sous-sol, rez-de-chaussée, étage? Il y a un logis en bas. OK. C'est tout. Puis vous, est-ce qu'il y a un autre étage en haut? Non. Fait que vous êtes au dernier étage, puis là, vous êtes sur la partie exfiltration. Fait que théoriquement, vous devrez aspirer l'air d'en bas puis la monter. Il y a peut-être que votre hygromètre est peut-être défectueux. Ça arrive. Moi, quand je dis à mes clients d'aller s'acheter un hygromètre, je leur dis de ne pas aller au Dollarama, là. OK? Fait qu'aller dans une quincaillerie, quelque chose qui est un peu plus sérieux, puis payer un certain prix. Fait que moi, je regarderais de ce côté-là. Puis quand l'humidité apparaît, avez-vous remarqué c'était quoi les températures extérieures? Il fait-tu très froid ou... De ce temps-ci, c'est sûr que le matin, ça ruisselle. OK. Là, vous me parlez du matin. C'est-tu dans votre chambre? Dans toutes les pièces, mais dans ma chambre particulièrement, c'est sûr. OK. Mais il y a aussi le fait qu'il y a un rideau fermé dans la chambre. Et voilà. Pas dans les autres pièces. Dans les autres pièces, il y a quand même de l'eau. C'est sûr que quand vous fermez votre rideau, ben l'air a de la misère à circuler. Oui, c'est sûr. OK? Je comprends ça. J'ai des gens qui mettent une toile, là, puis qui ferment la toile jusqu'en bas, puis s'ils pouvaient la taper tout le tour, je pense qu'ils le feraient. Puis là, après ça demande qu'il y a de l'humidité dans la fenêtre. Ben là, il ne circule pas d'air. Est-ce que c'est une toile que vous avez ou juste un rideau? J'ai une toile, mais comme je vous dis, dans les autres pièces, j'ai aussi de l'eau, moins, mais il y a de l'eau pareil. OK. Peut-être que vous avez des fenêtres un peu de moindre qualité. Ça, c'est possible. Peut-être sont moins performantes, sont moins bien conçues, donc ils vont laisser passer un petit peu plus l'humidité. Ça, c'est possible. Donc, il y a deux questions que moi je pose, c'est la qualité de la fenêtre, puis la qualité de l'hygromètre, s'il est bon ou pas. Ce que vous pourriez regarder, c'est peut-être avoir un gun thermique, là, puis regarder la température du bas de la fenêtre. Vous auriez une idée. Mais, comme je vous dis, quand on regardait l'image tantôt, c'est que quand on est à 40 d'humidité relative, ben, dès que la fenêtre tombe à 6 degrés et moins, c'est sûr que ça va condenser. Vous ne passerez pas à côté de ça, c'est impossible. Est-ce que l'endroit où la fenêtre est installée sur le mur, c'est pas à l'extérieur, ça peut faire une différence? Bien, c'est sûr que plus elle va être à l'extérieur, plus il risque de se faire de l'humidité, puis plus la tablette est large, donc plus le 45 degrés est haut. Donc, c'est sûr qu'il va se faire de l'humidité plus facilement, là. Ce qu'on vise, normalement, quand on pose une fenêtre, on essaie d'arriver à peu près dans le centre de l'isolation. Fait que si vous avez un mur en 2x6 puis une brique comme chez nous, bien le thermo arrive normalement à peu près dans le milieu du 2x6. Mais s'il bouge un petit peu sur un bord ou sur l'autre, c'est pas la fin du monde, là. Merci Bruno. Excusez-moi de la tâche ingrate de mettre fin aux questions, mais avant de Nathalie, ce